Sophie, Oui. par une présentation de Acta Mobilier, assez rapide, puis ensuite on passera à la présentation de Sophie Pi, intéressante pour les auditeurs. Vas-y, je t'en prie. Alors donc Acta Mobilier, c'est une société qui a été créée en 1989 par Monsieur Alain Genet, qui est toujours le dirigeant actuellement. C'est une entreprise de 140 personnes à peu près, qui se situe en fait dans Lyon, près d'Auxerre. Donc on a deux activités. La première activité, c'est une activité d'agencement. On fait en fait de la conception, fabrication et pose pour des projets, pour des grandes marques dans le monde entier. Donc là, vous voyez sur la droite Guerlain, un exemple de réalisation qu'on a pu faire pour Guerlain, entre autres, un de nos clients. On travaille sur ces dossiers-là vraiment en étroite collaboration avec les architectes et on va vraiment, comme je disais, de la conception à la pose chez le client final. Et on a une deuxième activité, donc une activité de ce qu'on appelle sous-traitance. C'est de la fabrication à la contre-marque dans des délais très courts pour les industriels de la cuisine. Donc, c'est des portes, des meubles de cuisine dans différentes finitions, donc du haut brillant, du satiné, des modèles béton, des aspects pierre, métal, etc. Vraiment des finitions et des structures complètement différentes. Donc là, vous avez deux exemples sur le PowerPoint. Derrière moi, je ne sais pas si ça se voit, j'ai des exemples de portes béton avec des lacs métal, voilà, qui sont un exemple de choses qu'on peut faire. Alors la contre-marque, en fait, c'est on fabrique les portes, enfin les commandes vraiment la commande du client final. C'est-à-dire qu'il y a un client qui va dans un magasin de cuisine, il choisit sa cuisine en fonction de ses dimensions spécifiques, de sa couleur. C'est-à-dire que la couleur, c'est pareil, c'est à la commande. Il peut nous commander n'importe quelle couleur, un râle, un Siken. Il vient avec un petit morceau de moquette ou un bout de tapisserie et on lui contre-type la couleur à la demande. C'est vraiment à la demande du client. On fabrique vraiment une cuisine quand elle est commandée vraiment par le client final. Okay. Voilà. Du point de vue professionnel, qui est Sophie Pi ? Alors, juste une petite précision, on travaille essentiellement, enfin on travaille beaucoup avec la France bien sûr, mais notre plus gros, la part de marché la plus importante, elle se trouve en Allemagne. On travaille beaucoup avec l'Allemagne et un petit peu avec la Suisse. Voilà, je voulais juste préciser ça. Alors moi, Sophie Pi, donc je suis chez Acta Mobilier depuis 1993. Donc, ça commence à faire. En 95, à la demande de Monsieur Genet, j'ai suivi une formation en tant que technicienne de la qualité. Donc, pour dire que c'était déjà à l'époque pour lui une préoccupation. Et donc, on s'est vraiment lancé dans cette démarche-là assez rapidement derrière. Moi, j'ai intégré le service qualité chez Acta en 98. Et en 2006, suite au départ de ma responsable à l'époque, j'ai pris la responsabilité du système qualité. Voilà. Alors, par rapport à la certification, Acta a été certifié ISO 9001 en 2002. Par contre, avant ça, déjà, on avait vraiment… alors, on le dit, on le regarde maintenant avec notre analyse a posteriori, mais on a l'impression qu'on faisait déjà un petit peu, avant d'être certifié, on avait déjà un peu une démarche lean. On avait déjà entamé à l'époque, donc je vous parle de ça en 98-99, avec Monsieur Genet, des groupes de travail sur le terrain, avec les collaborateurs sur des sujets d'amélioration. Voilà, on avait vraiment en tête cette idée de faire du progrès continu, déjà à l'époque. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on est allé vers la certification au démarrage. Voilà. Après, on s'est aussi certifié sur les normes OHSAS, ISO 14001. Voilà, ça arrivait un petit peu plus tard, en 2010 de mémoire. Et voilà, donc on a été certifié pendant de nombreuses années sur ces référentiels-là. Alors, puisque vous aviez déjà commencé à faire des groupes de travail, c'était l'époque des cercles qualité à l'époque. Je ne sais pas pour les plus anciens se souviennent. Hein, on parlait de ça chez les Suédois, chez Volvo en particulier. Et pourquoi êtes-vous certifié ? Est-ce que vous aviez une demande de vos clients ou quel était l'objectif ? Pas du tout, pas du tout. C'était absolument pas une demande de nos clients, c'était une vraie volonté de la direction. C'était vraiment Monsieur Genet qui souhaitait en fait qu'on fasse du progrès continu et on a pensé que à l'époque, le moyen pour arriver à faire du progrès continu, c'était déjà de passer par une certification.
Voilà, pour avoir une organisation, etc. Donc, c'était vraiment, ça ne nous a pas été imposé du tout. Hein. Ça a vraiment été une volonté de sa part de faire cette démarche-là. Et très vite, on a travaillé sur un document qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle « Construisons notre entreprise » et qui reposait vraiment sur l'organisation et le collaborateur. Donc, c'était déjà au début, dans les prémices, on a commencé à s'intéresser à tout ça, sans faire de lean encore à l'époque. On avait déjà cette volonté de faire du progrès continu et du coup d'être certifié en pensant que c'était le meilleur chemin pour aller vers cette optique-là. Donc, vous avez été certifié en quelle année, ISO 9001 ? 2002. En 2002. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement ? Alors, ce que ça nous a apporté, une organisation, parce que, en fait, si on analyse les choses, la norme aujourd'hui, la norme, elle a pour but quand même de rendre l'entreprise plus forte. C'est vraiment un système d'organisation. Alors nous, la façon dont on l'a fait, encore une fois, ça c'est mon expérience personnelle au travers de mon entreprise. Donc c'est mon analyse à moi. Nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on s'est mis dans un bureau avec Monsieur Genet, avec l'équipe de direction à l'époque, et on a réfléchi ensemble à une stratégie. Donc sur le papier, on voulait réfléchir à quelque chose d'un peu parfait, entre guillemets, se dire, dans l'idéal, c'est comme ça qu'on voit notre avenir, c'est vers ça qu'on veut aller, c'est comme ça qu'on veut le faire. Donc en salle, on a défini une stratégie dans un bureau, et puis ensuite, on a essayé de l'appliquer. Sauf qu'on s'est vite aperçu, dans la vraie vie, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a inévitablement des aléas qu'il faut démêler. Et du coup, là, avec le recul, quand on jette un œil sur ce qu'on a fait à ce moment-là, on est tout à fait dans ce qu'on trouve dans le livre La stratégie Lean, c'est-à-dire le 4D. C'était vraiment complètement, je ne sais pas si ça parle un petit peu aux gens, je crois qu'on a vu une petite diapo. Il y a peut-être une diapositive sur le sujet. Donc ça, on parle de la photo, de l'image de gauche, 4D, c'est-à-dire on part du bureau, comme le disait Sophie, on définit, on décide les politiques à appliquer, on met en œuvre, donc on dirige sur le terrain, et puis comme les choses ne se passent pas comme on veut, on essaye de démêler le problème et puis on revient, on recommence. Voilà. Tant bien que mal, voilà, c'est ça. Donc c'est une première analyse qu'on a fait. On s'est rendu compte a posteriori parce que sur l'instant, on était persuadé de faire les choses qu'il fallait et on était assez content de ce qu'on faisait quand même. Et du coup, aujourd'hui, on se rend compte maintenant qu'on fait du lean, on démarre dans le lean, bien sûr, mais en tout cas, on a commencé notre chemin avec le lean. Et là, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que si la norme, elle vise à rendre l'entreprise plus forte, le lean, lui, il a une autre façon de faire. Il rend l'entreprise, pour nous, antifragile. C'est-à-dire que vraiment, on apprend à rechercher les problèmes, les vrais problèmes qu'on a sur le terrain. Pardon ? Oui, vas-y. On recherche, en fait, et on se confronte aux bons problèmes directement. C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'un truc où on a décidé ensemble dans un bureau que c'était la bonne façon de faire et puis qu'on se rend compte à l'application que finalement ça marche pas, là du coup on fait l'inverse, on part du terrain et on fait en sorte de rechercher pour ne plus subir les problèmes en fait. C'est ça que ça change fondamentalement. C'est-à-dire que plutôt que de subir et d'être devant le fait accompli, et là en fait on recherche nos problèmes, on les traite. On se renforce, on en fait un atout, on devient plus fort et du coup, ça nous donne aussi confiance, quoi. Alors, dans cette réunion, par exemple, il y a un micro qui s'est ouvert, là, c'est un peu ennuyé. Tu nous as parlé des réclamations clients. Est-ce que tu peux justement nous dire, donc, comme exemple de transformation de la stratégie de l'entreprise ? Oui, complètement. Alors, les réclamations clients, avant de faire du lean, on les traitait déjà, puisqu'on était certifié, c'était une obligation. Enfin, voilà, l'important, c'était quand même la satisfaction de nos clients. Donc, par contre, on avait une façon de les traiter, on les enregistrait, on faisait des indicateurs avec des Pareto pour essayer de voir, faire des analyses. On avait finalement assez peu d'échanges directement avec la production, ou alors moi, juste parce que c'est moi déjà à l'époque qui les traitais, moi sur un coin de bureau, j'allais voir le responsable de prod du secteur et puis j'ai dit, tiens, on a cette réclamation, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On faisait ça toujours en salle. Une fois par semaine avec Monsieur Genet,
on reprenait la liste de toutes les réclamations qu'on avait et puis on essayait de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on a répondu aux clients, comment on l'a traité, etc. Voilà, on avait l'impression de faire bien le boulot. Sauf que ça marchait pas. La meilleure preuve, c'est qu'à l'époque, on avait entre 40, voire parfois 50 réclamations par semaine. Voilà. Alors après, il faut savoir par rapport à notre métier que c'est très vite fait d'avoir une réclamation. On fabrique un produit haut de gamme qui est relativement fragile et sur lequel il est très facile de trouver des défauts. Voilà, si on scrute la pièce, vraiment, c'est facile de trouver des défauts. Donc, il y a plein de choses qui font qu'il a fallu éduquer aussi les clients par rapport à ça. Mais en tout cas, à l'époque, on avait beaucoup de réclamations clients. Et par contre, vis-à-vis de la norme, à partir du moment où on les traitait, où on les enregistrait, où on pouvait montrer nos paretos, qu'on pouvait convenir nos analyses, pour l'auditeur, ça lui convenait bien, quoi. Ça lui convenait tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui a changé quand ça ce qui a changé, c'est que le lean est rentré dans notre vie. Et du coup, on a décidé de commencer par les réclamations clients. C'est le premier sujet que nous avons souhaité traiter. Donc, on a commencé par se dire, aujourd'hui, on les enregistre. OK, c'est bien. Par contre, moi, je les enregistre sur mon ordinateur. Et puis, à part Alain Genet et moi, finalement, personne ne les voit, quoi. Donc, du coup, on a mis un beau tableau. Au départ, il n'était pas très beau. On le fait évoluer régulièrement. On a mis un tableau à un endroit un peu stratégique où tout le monde peut les voir. Et donc, tout le temps, toutes les réclamations sont systématiquement enregistrées sur ce tableau. Donc, c'est les responsables clients qui reçoivent la réclamation, qui échangent déjà avec le manager du secteur d'où peut provenir la réclamation pour essayer de la décortiquer un peu, dégrossir un petit peu, comprendre un peu mieux ce que le client nous fait remonter comme info, voir si on a besoin d'informations complémentaires. Ensuite, le responsable client appelle le client pour déjà échanger avec lui. Donc ça, c'est aussi une transformation fondamentale. C'est-à-dire que là, le client, il sent qu'on s'occupe de lui, quoi. Dès le départ, on le rappelle, on dit on a bien pris compte de votre réclamation, est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails, etc. Donc ça, c'est le premier changement fondamental. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis des rituels en place. Le premier rituel, c'est tous les jours, tous les matins à 10h, l'ensemble des équipes, donc le service commercial, le service industrialisation, le service qualité et le service prod, évidemment, se retrouvent devant ce tableau et on parle de toutes les réclamations qui sont tombées dans les dernières 24 heures. Et là, il y a un manager qui dit, voilà, moi, celle-ci, elle concerne mon équipe. Moi, je la prends et je vais la traiter. Et là, on va la traiter sur le terrain, avec les équipes. Ça, c'est aussi un autre changement fondamental. Donc ça, on a démarré fin 2017. Et donc, on partait de 40, un peu plus de 40 réclamations par semaine. Et à fin 2020, on était à peu près à 12 réclamations, sachant qu'on avait un tout petit peu remonté avec les événements, ce qui s'est passé, etc. On a été un petit peu désorganisé pendant une petite période, on a un petit peu remonté. Mais on est quand même passé de 40 à 12 réclamations et on a un objectif cette année de descendre à 6 pour la fin de l'année. Et dans le traitement des réclamations, vous alliez jusqu'où alors? À l'époque Non, maintenant sur le terrain. Maintenant sur le terrain, on va jusqu'à vraiment, on décortique, on fait des paperboards pour les réclamations. Donc on va sur le terrain avec les collaborateurs et on regarde vraiment ce qui a pu se passer. Si on a du mal à comprendre, on essaye de reproduire, on fait des croquis. On essaye de vraiment d'être sur le terrain avec les acteurs pour vraiment pouvoir comprendre vraiment quelle est la cause réelle de la réclamation et pouvoir faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas, quoi. Et après ça, une fois qu'on a traité, le manager qui a traité la réclamation, souvent donc avec son équipe et avec son animateur lean, il fait une remontée au responsable client qui lui va rappeler le client pour lui expliquer voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a compris, ce qu'on a appris et ce qu'on met en place. Voilà. Donc ça c'est vraiment, ça a été une révolution, quoi. Et c'est la première porte d'entrée qu'on a pris pour attaquer le lean. Ok. Et donc dans l'approche lean, souvent on parle de PDCA. Et dans l'approche lean, on parle de PDCA. Alors explique-nous, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux concepts, entre les deux visions ou pas? Alors, nous, en ce qui nous concerne, effectivement, on utilisait déjà le PDCA au démarrage, quand on était certifié. On en avait d'ailleurs pas mal, on en suivait un certain nombre. Par contre, pour nous, le P, ça voulait juste dire planifier. Donc, à partir du moment où on planifiait une action et d'où on mettait l'action en œuvre,
Mais souvent, ça s'arrêtait là, quoi. Déjà, on en suivait tellement en même temps, en plus, que de toute façon, c'était difficile d'aller plus loin. On ne faisait jamais la suite, hein, le C et le acte. Donc ça a été, voilà, c'était vraiment quelque chose pour nous c'était une autre façon de faire, et on a eu du mal au démarrage, quand on a commencé le Lean, à vraiment changer notre façon de faire. Aujourd'hui, ça y est, c'est vraiment entré dans notre façon de travailler. On a compris l'importance du P. En fait, le P, c'est pas juste planifier, hein. Le P, c'est vraiment, c'est la partie la plus importante. C'est ce qui, aujourd'hui, nous prend le plus de temps, hein. C'est vraiment d'aller sur le terrain, de creuser avec les collaborateurs, de décortiquer. On explique, on creuse, on fait des dessins, on prend des photos. L'objectif, c'est vraiment d'amener les gens à réfléchir sur la nature du problème. Voilà. Donc ça a fondamentalement changé notre approche du PDCA, quoi. Complètement. Donc on en fait pour les réclamations clients, mais on en a aussi quand on fait des tax time, et justement donc certains problèmes qui ressortent lors des tax time sont traités après avec des paperboards et suivis sur des PDCA. Il y a vraiment une partie très importante de j'essaye de comprendre, je pose mon problème et je le décortique. D'accord. Et alors, en ligne, il y a on entend beaucoup effectivement de remarques sur le côté bureaucratique, le côté anti-industriel de la norme. Donc, vous, est-ce que vous avez fait effectivement ce cheminement vers ces idées-là? Est-ce que vous avez abandonné aussi le management par processus, qui est vraiment au cœur du système ISO? Oui, alors en fait, effectivement, nous, on l'a aussi constaté, hein, cet effet de lourdeur et voilà, la norme, elle est quand même en tout cas, ce qu'on en fait, la norme en elle-même, elle est suffisamment large pour qu'on puisse l'adapter et en faire ce qu'on veut dans notre entreprise. Par contre, c'est ce qu'on en fait qui devient bureaucratique. Moi, je me souviens de l'exemple des standards. On faisait donc déjà des standards, évidemment. On faisait des beaux standards qu'on faisait en salle sur l'ordinateur avec plein de couleurs et tout ça. Ensuite, ils étaient validés par le manager. Après, ils étaient validés par le service qualité. Ensuite, on les plastifiait. Ils étaient magnifiques. Et puis, une fois qu'ils étaient affichés, il se passait plus grand-chose parce que ils étaient tellement beaux que on voulait pas les refaire. Donc c'était complètement figé et du coup ils freinaient l'amélioration, quoi, en fait. La différence aujourd'hui, on fait toujours des standards. Par contre, aujourd'hui, un standard, on se dit, il est fait dès qu'on en a besoin. Il est fait à l'instant T. Il est fait pendant la résolution de problème ou pendant sur l'instant quand je suis en train de faire un truc. Voilà, j'ai besoin d'un standard. Il me manque un standard. Je le fais tout de suite. J'ai pas besoin de passer par X personnes pour le valider. Je le fais évidemment avec mon manager. On fait pas non plus n'importe quoi, hein. Mais l'important, c'est vraiment qu'il existe, qu'il serve indépendamment du fait de le faire. On essaye aussi de travailler aujourd'hui sur la façon de l'utiliser, parce que faire un standard et puis laisser après dans un coin du bureau ou dans l'atelier, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, et ça peut être juste une simple photo, ça peut être un croquis, ça peut être une pièce usinée sur laquelle on a mis des annotations. Et justement, par rapport à ça, je pense, on donne souvent cet exemple-là. On a un collaborateur qui travaillent sur un centre d'usinage, et puis donc ils font des témoins qui prennent une pièce qu'ils usinent, et sur cette pièce usinée, ils viennent noter les différentes étapes de la fabrication. Donc en 1, je fais telle opération, en 2, telle opération. Et donc un jour, donc on était en tac time, et donc il nous présentait son standard pour qu'on le valide tous ensemble avec l'équipe. Et du coup, donc il mettait une flèche 1, 2, 3, etc. Et sa dernière flèche, elle rebouclait sur la date. Et en fait, voilà, il nous a expliqué, voilà, moi j'ai pensé que c'était bien parce que comme on se dit que nos standards ils doivent évoluer en permanence, et là à la fin de mon standard, quand j'ai pu l'utiliser, j'ai ma date et du coup je me dis tiens, il n'a pas évolué depuis tant de temps, voilà. Et du coup on voit la façon de le faire évoluer, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qui a vraiment changé notre façon de faire. D'accord. Et qui a été très bénéfique pour nous en tout cas. Donc aujourd'hui, il y a un problème de retour micro. Est-ce que vous continuez aujourd'hui à travailler sur la norme? Alors, donc on n'est plus certifié. Aujourd'hui, on a fait le choix. Alors, on a beaucoup réfléchi, hein, on s'est beaucoup posé la question. Nous, on n'a pas réussi, on n'a pas trouvé le moyen de rendre les deux compatibles. Pour nous, c'était vraiment ces deux façons différentes d'aborder les choses. Et on a fait le choix. Donc, en 2019, on avait passé notre dernier suivi. Et donc, on a fait le choix en 2020 de ne pas faire de reconduction. Voilà.
Donc aujourd'hui, non. Alors après, on a quand même, suite à ça, mis en place plein de choses à l'époque. Je veux dire, donc il y a encore des choses qui perdurent aujourd'hui, qu'on a toujours. Peut-être que c'était un passage obligé, parce que ça nous a mis quand même, à un moment donné, de la rigueur. Ça nous a permis de mettre en place quand même quelque chose, d'avoir une base, une structure. Alors effectivement, on n'est plus certifié. Bon, il y a plein de choses qu'on ne fait plus. Hein, les revues de processus, tout ça, on n'en fait plus. Mais voilà, non, on n'est plus certifié, on ne suit plus, on n'a pas tout abandonné, mais on ne suit plus les règles de la norme. D'accord. Alors, est-ce que, je crois qu'on a à peu près fait un peu le tour de ce que vous aviez, enfin rapidement bien sûr, de l'évolution que vous avez activée chez Acta. On s'était promis 25 minutes pour passer maintenant, garder une grande partie aux questions. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent, qui se posent encore. En conclusion, toi, en fait, vous considérez que… Il n'y a personne dans vos contacts. Vous considérez que vous allez… Ça, c'est Siri qui se met à parler tout seul. Vous considérez que finalement, là, la norme pour vous n'est plus d'une grande utilité, que vous allez progresser dans votre démarche Lean d'une manière plus profonde. Bah, c'est exactement ça. C'est ce qu'on s'est dit. Alors encore une fois, on y a beaucoup réfléchi. Hein. On s'est demandé est-ce que ça allait avoir un impact sur nos clients, etc. Et en fait, bah, voyez, non. En fait, on a arrêté depuis fin 2019, on n'est plus certifié. Ou non, enfin, notre certificat est encore valable sur une partie de 2020, mais ça n'a posé aucun problème à nos clients. Même si on a communiqué dessus et ça n'a posé aucun problème à nos clients. Et puis au contraire, on voit aujourd'hui que ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas réussi à faire avec la norme pendant quasiment 20 ans, on a réussi à le faire ici en 2 ans avec le Lean. Et encore, on démarre. On est vraiment aux prémices. Donc on a bon espoir de progresser encore. On va passer à la question. Alors, merci de garder vos micros fermés, sauf quand vous allez poser la question, bien entendu. Et vous pouvez poser aussi vos questions par la fonction converser. Alors, il y a déjà une première question de Julie qui dit « Que veut dire être en takt time ?» Souvent, à plusieurs reprises, tu as dit quand on est en takt time, on a fait ceci, on a fait cela. Alors, quand je dis quand on est en takt time, c'est-à-dire qu'on suit, on a… quand je dis quand on est en takt time, c'est-à-dire qu'avec Monsieur Genet, toutes les semaines, alors lui il le fait dans plein de secteurs. Moi, je l'accompagne dans certains secteurs. On va sur les tableaux de takt time qui sont remplis en production par les opérateurs et on échange avec eux sur les difficultés qu'ils ont rencontrées, sur les problèmes qui peuvent nous faire remonter. Donc voilà, quand on dit qu'on est en takt time, c'est vrai que c'est une réunion en fait qu'on fait sur ce tableau de suivi de takt time où on va. Alors après, eux, ils ont d'autres rituels quotidiens avec leur manager et avec le reste de l'équipe. Mais nous, en fait, une fois par semaine, on passe un peu de temps avec eux pour échanger sur les difficultés et les problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Et du coup, on profite de ça. Alors, ça a deux objectifs. Le premier, c'est de voir avec eux, effectivement, quels problèmes ils ont rencontrés, comment on peut les aider pour solutionner leurs problèmes, et aussi sur les éduquer et apprendre avec eux sur la façon de faire. Il y a le problème en lui-même et il y a la façon de le traiter. Voilà, donc c'est un rôle éducatif, quoi. Et on se dit tous les jours, à chaque fois, parce qu'on en fait du coup régulièrement avec Monsieur Genet, on débriefe avec l'ensemble de l'équipe après, et on se rend compte à quel point c'est des moments forts en échange et où on apprend. Et même Monsieur Genet, souvent, le dit lui-même, il dit moi aujourd'hui, je suis content parce qu'avec vous, j'ai appris quelque chose, quoi. Donc c'est vraiment des moments d'échange très, très, très intéressants, qu'on apprécie beaucoup. Alors, il y a une question de Jean-Baptiste qui demande si vous n'aviez pas touché à l'ISO, est-ce que vous seriez quand même rentré dans le Lean ou est-ce que vous seriez rentré d'une autre manière? Je pense que Monsieur Genet est quand même très… Alors, je pense qu'on y serait rentré différemment, certainement. Alors après, c'est lui qui pourrait mieux répondre à la question, hein, mais je pense que même si aujourd'hui on n'est plus certifié, l'ISO nous a quand même apporté plein de choses, quoi. Si on n'avait pas été certifié, on serait rentré certainement dans le Lean par un autre biais, mais on y serait rentré quand même, je pense. Oui. Alors, oui. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Christophe qui nous demande si Toyota est ISO 9000. Alors, moi, je n'ai pas la réponse précisément, mais je pensais que cette question-là allait venir. Donc, je suis allé encore hier regarder sur le site toyotaglobal.com
.org, à aucun moment il parle de l'ISO. Et j'ai assisté il y a quelques années à une réunion de l'AFNOR à Orléans qui déplorait que les entreprises françaises n'étaient plus ISO et que seuls les Japonais et les Chinois se développaient. Le nombre de certificats était surtout chinois et japonais dans le monde. Et en fait, les Japonais donc n'étaient pas ISO avant, donc ça remonte à quelques années, c'est une réunion qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. Les Japonais n'étaient pas ISO parce qu'ils avaient effectivement une démarche qualité proche de ce que fait aujourd'hui Toyota, hein, avec le JIDOKA, l'arrêt au premier défaut, et en particulier, et puis les standards. Et en fait, ils ont été obligés de le faire à cause du développement industriel en Chine. Et donc, les Chinois, eux, ont exigé des certificats. Donc, les Japonais qui voulaient s'installer en Chine étaient obligés de passer par là. Mais je pense que Toyota, enfin, il faudra le vérifier, mais je pense que Toyota, en tout cas, même s'il l'est, il ne fait pas de démonstration. Alors, une question. Autre question. Voilà. Avez-vous pu mesurer les résultats du Lean dans vos processus? Alors, peut-être que le mot processus là va te dire un petit peu, mais vas-y. Alors, on ne l'a pas mesuré, non. Enfin, on a constaté effectivement, par exemple, au niveau des réclamations clients, qu'on avait vraiment progressé. On voit aussi nos relations avec les clients aussi qui ont évolué, qui sont plus tout à fait les mêmes, puisque du coup, on échange beaucoup plus avec eux. Mais de là à dire qu'on a vérifié, qu'on l'a vérifié à l'intérieur de nos processus, non, puisque du coup, les processus aujourd'hui, on ne travaille plus vraiment en processus, quoi. Alors, Paul a posé cette question-là, on peut lui demander de nous préciser qu'est-ce qu'il entend par processus. Paul, vous avez la parole. Okay, bonjour. Bonjour. Par processus, j'entendais peut-être est-ce qu'il y avait des indicateurs que vous avez mis en place avant le Lean, par exemple, oui. Satisfaction client et puis je ne sais pas, des indicateurs qualité. Et est-ce que vous avez pu remesurer ça par rapport au Lean? Oui, ah oui, complètement. Notamment, alors, on dit depuis des années, hein, donc déjà quand on était certifié, notre taux de réparation, parce qu'on avait un taux de réparation qui était assez conséquent. Je pense que si je vous le dis, je vais vous faire peur, on montait parfois à 60% de pièces réparées, donc c'est énorme. Et ça pendant des années et des années. Hein. Et on se disait, c'est le métier qui veut ça, voilà, on ne peut pas faire autrement, etc. C'est comme ça. C'était devenu un peu une fatalité, quoi. Et donc, quand on a commencé à faire du Lean, alors là, j'en ai pas parlé dans ma présentation, il y a tellement de sujets qu'on ne pouvait pas tout voir en 20 minutes, mais dans l'atelier, dans un des ateliers de notre fabrication, au polissage, on est passé aux pièces à pièces. Donc, c'est le dernier atelier, c'est quand on vient poncer et polir la pièce pour vraiment faire ressortir le brillant. Donc, dans cet atelier-là, les pièces, elles avaient un lead time, je vous dis ça, je crois que c'était de 11 heures, je crois, un truc comme ça. On est passé en pièce à pièce, donc sur cet atelier-là, on est passé à un lead time de 10 ou 11 minutes, je crois. Mais surtout, on a considérablement diminué nos réparations. C'est-à-dire qu'on est passé de 60% de réparation à... alors, aux dernières, je crois qu'on est descendu très, très vite à 20. Maintenant, on doit être à 10, 12, je crois, quelque chose comme ça, de mémoire, parce que c'est pas moi qui le suis. Mais... Donc là, clairement, oui, d'avoir appliqué la théorie du Lean nous a permis vraiment d'améliorer complètement cet indicateur-là, quoi, de façon vraiment conséquente. Alors, un exemple. Juste pour préciser, moi j'entends souvent Michael Ballet parler de sa détestation, parce que c'est un peu le mot quand on l'écoute, de la notion de processus. Et d'autant plus qu'il a écrit il y a à peu près 30 ans un livre sur le management par les processus, et dont il considère que c'est une erreur complète, parce que la notion de processus est une notion qui est souvent abstraite. Un processus, est-ce que ça existe dans la vraie vie? Non, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est qu'on est dans un système avec des interrelations partout. Et donc, la notion de processus, c'est vraiment une notion très, très prisée par la norme. Alors, il y a une question de Sylvain qui à un moment, qui fait référence à un mot que tu as utilisé tout à l'heure, qui s'appelle éduquer les clients. Alors, oui. Je ne sais pas si ça l'a choqué ou intéressé.
Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux Alors, dire par là? ouais, le mot est peut-être pas tout à fait bien choisi. Quand je dis éduquer les clients, c'est-à-dire que on me dit souvent le client est roi. Ok, d'accord. Sauf que nous, on se dit aussi que il faut être exigeant, même avec nos clients. Alors, je donne un exemple là parce que c'est celui qui me vient. On a un système pour la saisie des commandes, un système d'intégration. Donc le client nous envoie un fichier qu'on intègre en automatique. Et ben parfois dans ce fichier-là, il y a, enfin voilà, quand on démarre avec lui à ce niveau-là, ben, il y a des choses qui fait qu'ils sont pas conformes, qui marchent pas bien. Donc on pourrait se dire, ben ouais, ben nous on va s'adapter, on va faire en sorte que ça se passe bien. Non, nous on a fait le choix de dire, ben non, on va expliquer au client pourquoi c'est compliqué de le traiter comme ça et voir avec lui comment on peut trouver une autre solution pour le traiter autrement. Donc quand je dis éduquer les clients, ça veut dire échanger avec eux et ne pas se dire que forcément parce que c'est le client, il faut absolument tout accepter. C'est un peu ça. Et alors, dans un métier où effectivement la notion d'aspect était effectivement très importante, quelqu'un parle de défautech, Christophe parle de défautech. Comment tu interprètes ça? Alors nous dans certains endroits à l'atelier, on peut avoir mis en place des défautech, mais c'est pour nous en interne. Par contre, pour les clients, ce qu'on privilégie, c'est plutôt des témoins. Par exemple, on fabrique un témoin qu'on lui fait valider. Et après, donc pour certains clients, on fait même par exemple pour le béton, c'est une structure un peu, c'est tout fait à la main, donc la structure, elle peut être parfois un petit peu différente. Donc, par exemple, pour des cas comme ça, on va faire pour le client un témoin mini, un témoin maxi. Mais de là à faire des défautech pour les clients, non, ça on fait pas. C'est en interne à Acta, quoi. Est-ce que vos clients vous demandent d'être ISO? Demande Marianne. Non. Même au démarrage, comme je le disais, ça a été une volonté de Monsieur Genet et en aucun cas ça nous a été imposé par nos clients. Et pourtant, à l'époque, on travaillait pour Peugeot déjà, on faisait des stands pour Peugeot et même eux, ça n'a jamais été une obligation pour nos clients. Donc non, au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun client qui nous impose d'être certifié. Alors, Christophe, tout à l'heure, demande si la certification était parfois un obstacle ou un frein à l'amélioration continue. Un obstacle, peut-être pas, mais un frein, bon exemple de standard, oui, c'était un frein à l'amélioration du standard. On ne changeait pas de façon de faire, on faisait un peu figé, du coup, on laissait moins de place aux gens pour pouvoir faire des choses. Et c'est vrai, là, j'ai pris l'exemple des standards, mais c'est vrai aussi pour d'autres choses, quoi. Quand on avait fait un beau processus bien cadré, quand il fallait tout changer, il fallait repasser par différentes étapes de validation. Voilà, je pense qu'il y a eu bien des fois où on se disait bon, c'est pas grave, ça on le fera pas, on le fera plus tard parce que. Donc oui, je pense un frein à l'amélioration, ça a pu dans certains cas, oui. Alors Xavier a une question un peu perverse, pardon. Il demande si, du fait que les auditeurs sont vos clients, est-ce que vous les avez challengés? Oui, on a essayé. Oui, quand même. Bon, après aussi, je tiens à dire qu'on était certifié par un organisme étranger, pas par un organisme français. Au départ, on avait fait ce choix-là parce que justement, il y avait moyen c'était moins rigide, moins strict que les certificateurs français. Donc, bien sûr qu'on challengeait nos auditeurs et il nous est même arrivé de refuser un auditeur parce que voilà, ça s'était pas très bien passé. On le trouvait pas très constructif. Et donc, on avait motivé, évidemment, parce qu'il faut motiver votre refus, mais on l'a fait. On a fait. Alors, avant de continuer sur les questions, je pense que je ne sais pas si le sondage de fin est revenu ou a été proposé aux participants. Je demande donc à Rémi de vérifier si effectivement, voilà, on est sur le sondage de fin. Donc, c'est juste pour voir si vous avez changé d'avis ou pas. Bon, vous avez le droit de ne pas avoir changé d'avis, il n'y a pas de problème. Une question. Juste, Richard, je vois une question là. On me demande si on a été aidé dans notre voyage Lean par un sensei et est-ce que c'est utile. Alors oui, nous sommes toujours aidés d'ailleurs. Et sincèrement, c'est très utile parce que c'est pas quand on vous dit les choses une fois que vous allez réussir à les appliquer. Le Lean, c'est un changement tellement radical. C'est vraiment un changement profond de façon de faire, de façon de penser et pas accompagné.
clairement, je ne suis pas certaine qu'on serait, même si on est encore au début, qu'on en serait où on en est aujourd'hui si on n'était pas accompagné. Donc, pour moi, oui, c'est très, très utile. D'accord. Alors, Christophe demande la méthode que vous avez utilisée ou que vous utilisez pour les résolutions de problèmes. Alors, il en cite deux, mais 8D ou QRQC, peut-être que c'est une autre que vous utilisez, je ne sais pas. Nous, sur la résolution de problèmes, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les paperboards. Donc, en fait, on va à l'endroit où se passe le problème sur le terrain avec les acteurs. On a 2 paperboards. Un premier sur lequel on expose on pose le problème en mettant, donc si on veut même des photos, en faisant des dessins, des petits croquis, vraiment en décortiquant le problème le plus à fond possible. Et un deuxième paperboard, en fait, sur lequel on va venir noter toutes les causes possibles. Donc, en fait, les causes possibles, elles vont découler de l'analyse qu'on a fait. Bien souvent, ça se fait une fois qu'on a décortiqué le problème, qu'on a passé bien du temps à bien le comprendre et qu'on a bien compris le problème, les causes possibles, elles sont facilement, on les répertorie facilement. Et de toutes ces causes possibles, ensuite, on fait des tests un par un pour dire, est-ce que cette cause-là, elle est effectivement probable ou certaine, oui ou non, etc. Et du coup, voilà, c'est vraiment notre outil principal. On utilise aussi parfois le QQ QCCP, on peut utiliser parfois les 5M, 6M. Voilà, c'est les principaux outils qu'on utilise. Alors, en gros, pour répondre à la question, je crois que c'était Christophe, oui. Donc, tous les outils de résolution de problèmes tournent autour du PDCA. La seule dont parle Sophie, c'est plus le Kaizen 6 points, donc, qui est une autre application du PDCA, probablement plus facile d'accès pour les opérateurs, on va dire, que le 8D ou le QRQC, qui sont plus des outils de techniciens. Ouais. C'est ce qu'on a pu constater sur le terrain. Alors, oui, moi je crois que je n'ai plus beaucoup de questions. Je vérifie. Non, je crois que non, les clients demandaient ISO, non, tu as répondu. Oui, non. Moi, j'ai balayé toutes les questions. Écoutez, on est à peu près dans le temps. À moins qu'il y ait d'autres questions là, qui viennent maintenant en direct tout de suite. Est-ce que vous avez également répondu au sondage de fin? Et derrière, vous aurez un NPS, Net Promoter Score, donc, qui est un questionnaire qualité sur le webinaire lui-même. Alors, une question. Comprenez-vous que les experts qualité regardent le lean avec des fois un côté rien de neuf là-dedans? Comprenez-vous que les experts qualité regardent le lean avec des fois un côté rien de neuf là-dedans? En gros, ils sont dire que certains experts qualité disent tout ça, c'est pas très intéressant, il n'y a rien de neuf. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je ne pense pas ça du tout, mais après, moi, je ne suis pas une experte non plus, hein, c'est vraiment mon expérience personnelle, encore une fois. Voilà, s'ils pensent ça, c'est qu'ils n'ont pas fait du vrai lean, en fait. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense que si on pense ça, c'est qu'on ne fait pas du vrai lean. On ne sait pas ce que c'est que le vrai lean. Parce qu'au contraire, il y a plein de choses nouvelles dans le lean. Ok, c'est super compréhension. Et donc, on va finir sur cette phrase tout à fait intéressante. Je vais en profiter pour donc vous inviter à voter sur les 2 dernières questions, le sondage de fin et le NPS. Et je vous invite aussi à nous faire des propositions de sujets pour les prochains webinars. On va essayer de tenir le rythme d'un webinar par mois. Il y a, donc, si vous avez des sujets qui vous paraissent intéressants ou susceptibles d'être traités de cette manière-là, écoutez, envoyez-nous un petit mot ou passez-le dans la conversation ici aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour votre… on va laisser ouvert un petit peu encore. Merci Sophie pour ce travail. J'espère que tu es moins stressée qu'au début. Ah ouais, beaucoup moins là. Je vais pouvoir aller manger parce que je n'ai pas pu déjeuner ce matin tellement j'étais stressée. En tout cas, merci, c'était très sympathique. Il faut toujours un tout petit peu de stress, mais il n'en faut pas trop quand même. Oui, c'est vrai. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.